Voilà, Télévision nationale d'Haïti, depuis matin, qui a accompagné nous pour nous comprendre ce qui a passé dans le pays Canada avec sommet G7, 7 pays qui industrialisés. Et là, matin, avec le professeur Estimé et le professeur Fernando Estimé, nous avons essayé une histoire de rendez-vous ça, pour qui ça le fait. Et nous avons commencé à regarder un jeu, nous allons mettre un petit accent dans la deuxième partie journée sur un jeu. Et puis, très certainement, il faut regarder participation à RAICOM, participation. Et le président républicain Jovenel Moïse, qui, dans mon appel, a participé dans le déjeuner de travail avec le pays G7 et un ensemble de l'autre pays qui est sous table à tout, qui est invité, notamment le Rwanda, le président Paul Kagame, qui est présent dans le cadre de séance. Il y a un représentant de la Banque mondiale qui est là tout, secrétaire général des Nations Unies, M. Guterres, qui lui-même tout a participé dans le déjeuner de travail qui a fait dans le moment de parler dans le pays Canada, sous leadership, bien entendu, Justin Trudeau, Premier ministre canadien, qui a accueilli le sommet G7 là. Alors, pour nous parler de tout ça et perspectives, très certainement, nous avons reçu Kounia sur plateau nous, professeur droit international, professeur James Boyard, qui a accepté et vient faire Badboussa avec nous pour aujourd'hui, en direct, bien entendu. Professeur Boyard, c'est un plaisir pour nous guérir aujourd'hui. Un plaisir partagé, Sergino. Merci pour l'invitation. C'est ça, et nous sommes contents parce qu'avec nous, sommet G7, elle n'a pas de G7, de qui ça n'a pas parlé. Oh, d'abord, G7 là fait partie de ça, une forme de multilatéralisme informel, par opposition à des formes de multilatéralisme formel, telles que les Nations Unies, l'OEA et l'Union Européenne, etc. Pour ça, il dit l'informel, c'est parce que ensemble de pays qui réunis au sein du G7, ils ne peuvent pas recevoir un mandat de tous les États, de la majorité des États au monde, pour débattre et adopter des décisions sur certaines questions. Vous comprenez? Donc, c'est une forme, nous sommes capables de dire, de facto de multilatéralisme, mais qui a également son importance. Même si, en plus, fois, la décision va avoir un impact sur tout ce monde-là. Oh, évidemment, c'est le cas de le dire. Mais il faut ajouter, avant de continuer, que cette pratique-là de débattre des questions internationales, ce qu'on appelle les problèmes mondiaux à travers ces genres de formes de multilatéralisme informel ne date pas d'hier. Ne date pas avec la création du G7 en 1975 par le président français Valéry Giscard d'Estaing. Au contraire, c'était une pratique qui remonte très loin dans l'histoire et nous sommes capables de remonter même à l'Antiquité. Et pourquoi pas avec la création de ce qu'on appelle les symmachies, c'est-à-dire une forme de regroupement de cités grecques pour la gestion commune des questions de sécurité. Il y a également les amphictyonies, c'est encore le regroupement d'un ensemble de cités grecques pour la gestion commune des sanctuaires religieux. Et les n'a pas avancé dans l'histoire au XIXe siècle, après les guerres napoléoniennes, eh bien, ces genres de pratiques vont s'institutionnaliser au sein de l'Europe à travers d'abord le directoire européen qui regroupait les trois grandes puissances de l'Europe en dehors de la France, après les guerres napoléoniennes, et avec la France à travers le Conseil européen jusqu'au début du XXe siècle, ces grandes puissances qui n'ont reçu aucun mandat, eh bien, vont se regrouper pour débattre, pour gérer l'ordre public en Europe et dans les colonies, c'est-à-dire dans les colonies pour éviter des conflits entre les grandes puissances coloniales. Et c'est dans cette même logique que nous avons que, par exemple, le président français Valéry Giscard d'Estaing avait créé le G7, qui au début était un G6, d'abord à l'origine de sa création, puisque le Canada n'était membre et ne devait être membre du G7 qu'à partir de 1979. C'était justement pour débattre des crises financières liées à la crise au choc pétrolier. Et donc, ce qui fait que, à l'origine, le G7 avait pour enjeu, justement, pour objectif, de débattre des grandes questions économiques. Parfait. Et puis, avec le temps, d'autres questions vont concerner également les États membres du G7. Et là, tu as dit G6, ton propriétaire, le G7, et moi, c'est sous demande du président Clinton pour peut-être saluer ou récompenser Boris Yeltsin, qui fait que la Russie vient entrer dans le club là tout. Oui, pourquoi? Parce que il faut voir qu'en dehors des questions économiques et financières, il y a d'autres enjeux qui vont intéresser les États du G7, des enjeux de la politique internationale, tels que les enjeux de sécurité. Donc vous ne pouvez pas débattre des questions sécuritaires sans intégrer la Russie dans ce débat. Donc il y a eu des enjeux
d'ordre social, tels que qui concernent l'environnement, qui concernent les inégalités sociales, pas seulement entre les États, mais les inégalités sociales entre eux et au sein même des États. Donc c'est autant de questions qui concernent justement le G7. C'est un petit groupe qui paraît fermé sous lui, apparemment. Oui, mais évidemment, écoutez, pourquoi la nécessité d'avoir des discussions, de débattre des grandes questions de politique internationale, de débattre de l'agenda diplomatique international à travers le G7, alors qu'on peut faire pareil à travers les Nations Unies? La nécessité, c'est que, la première chose, c'est que le G7, comme forum et multilatéralisme, offre plus de flexibilité aux États dans les négociations. Ce qui n'est pas forcément le cas dans le cadre des Nations Unies. Et la deuxième chose, c'est que les dispositions, parce qu'en général, à la fin du sommet de G7, les États membres adoptent une déclaration, ce qu'on appelle une déclaration conjointe, à ne pas confondre avec un communiqué conjoint qui ne veut pas dire la même chose. Une déclaration conjointe qui est plus formelle. Tout fait une sens pour nous. La réalité, c'est que entre la déclaration conjointe, c'est une déclaration, c'est des dispositions qui ont été dégagées au terme des négociations dans le cadre du G7 ou en marge du G7, parce que rappelez-vous que même avant l'organisation du sommet, il y a eu des rencontres préparatoires, notamment avec des ministres des Affaires étrangères et des fois même avec des ministres et des gouverneurs des banques centrales, des ministres des Finances et des gouverneurs des banques centrales. Donc, ce qui fait, il se pourrait qu'un certain consensus soit dégagé lors de ces débats, donc qui peuvent donner lieu justement à des points d'accord dans le cadre d'une déclaration conjointe. Mais la déclaration conjointe est plus formelle, ce qui n'est pas le cas d'une communiqué conjoint, parce que la communiqué conjoint s'adresse tout simplement aux médias et à l'opinion publique internationale, alors que la déclaration conjointe s'adresse d'abord aux États concernés et aux principaux gouvernements. Et les résultats de l'engagement que vous prenez pendant la discussion? Oui, c'est là que je viens pour établir la deuxième différence entre le multilatéralisme onusien et le multilatéralisme au sein du G7, c'est le côté obligatoire. Ce qui fait que les dispositions adoptées dans le cadre des sommets du G7 ne sont pas obligatoires. C'est-à-dire leur respect n'est pas obligatoire. Malgré Antonio Souli? Même le Antonio Souli. Mais ce n'est pas parce qu'il n'est pas obligatoire qu'il n'y a pas de poids diplomatique. Il n'y a pas de poids tout simplement parce qu'ils ont estimé que c'est aux États de déterminer l'opportunité d'appliquer ces dispositions, sachant que le fait que les rencontres, les sommets du G7 aient donné lieu à un certain consensus sur des questions, sur l'orientation de la politique internationale, à travers ce qu'on appelle un effet de diffusion, un effet d'entraînement, eh bien, consensus ça pour élargir parce que de plus en plus d'États vont s'aligner dans le sens de cette orientation donnée. Mais au fait, quand on regarde c'est un pays qui est plus riche et plus industrialisé, pour qui c'est un pays comme la Chine, vu plastique et dit oui, parce que la logique à l'origine, c'était de regrouper les États alliés et les États occidentaux, ou du moins les États alliés à l'Occident. C'est pour cela que nous avons, par exemple, un pays comme le Japon, nous avons la France, nous avons les États-Unis, nous avons, par exemple, la Grande-Bretagne. Dans l'autre, nous avons la France, les États-Unis et la Grande-Bretagne. Et puis, nous avons l'Allemagne. Et puis, nous avons le Japon, nous avons l'Italie, et finalement, le G7, le 7e, c'est le Canada. D'accord? Et c'est dans cet ordre-là que sera nommé également celui qui va présider le G7 chaque année. Ce qui fait que le premier G7 a été présidé par le président français. Celui-là est présidé par le dernier membre, c'est-à-dire le Premier ministre canadien. Donc, on s'attend à ce que l'année prochaine, que le G7 soit présidé encore par la France. La France, jusqu'ici, a accueilli 6 sommets du G7. Alors, la Chine n'a pas beaucoup intéressé, monsieur Damio? Non, parce que, comme on dit, c'est les alliés de l'Occident. C'est l'Occident et les alliés de l'Occident. Mais la Chine avec les États-Unis, par exemple, il y a de bons rapports. De bons rapports, mais traditionnellement, ils ne sont pas considérés comme des alliés. Ils ne sont pas considérés comme des alliés. Alors, qui compte nous allier là, projet? C'est-à-dire que les dispositions,
Écoutez, ce regroupement, même lorsque c'est une forme informelle de multilatéralisme, contrairement au multilatéralisme onusien, et le G7 a une importance capitale dans la structuration de la politique mondiale, dans l'orientation de la politique mondiale, parce qu'ils vont décider des priorités dans l'agenda diplomatique mondial, ils vont décider de l'orientation de la politique internationale, ils vont décider également du modèle de gestion des crises ou des problèmes mondiaux, tels que problèmes économiques, problèmes politiques, géostratégiques ou géopolitiques, et problèmes environnementaux. Donc c'est pour vous dire que l'importance du G7 lors de ces sommets est capitale. Mais un autre point sur lequel j'insisterai, c'est dire que lorsque les États, parmi les États les plus puissants au monde, se regroupent et acceptent de dégager un certain consensus sur un agenda international, sur l'orientation de la politique internationale, même lorsque ce n'est pas obligatoire les dispositions qui seraient adoptées, ils vont participer à la création de ce qu'on appelle des régimes internationaux. Et c'est à ce niveau que donc à situer l'importance du G7. Parce que les régimes internationaux sont centraux dans la structuration des relations internationales. Sur les régimes internationaux. Les régimes internationaux, c'est l'ensemble des pratiques, des codes de conduite qui ont été dégagés justement sur la base du consensus entre les grandes puissances et qui vont s'élargir par effet de diffusion, par effet d'entraînement à presque toute l'humanité. Donc vous imaginez. Mais respect n'est pas lié forcément. Pardon? Respect n'est pas forcément lié à ça. Oui, il n'est pas lié justement à travers les effets de diffusion, les effets d'entraînement, par exemple. Alors ça veut dire qu'on est capable de porter ça tout sous terrain des Nations Unies tout? Oui, c'est le cas. Ce sont les régimes internationaux. Par exemple, toutes les normes et les conventions qui ont été élaborées sous forme de traités, d'accords, etc., le plus souvent à la base, il y avait les régimes internationaux. Vous voyez? Donc les régimes internationaux sont des outils avant-gardistes de ce que doit être la politique mondiale dans telle ou dans telle direction. Par exemple, je vais prendre un exemple. Dans le temps, avec la création des Nations Unies, la question qui intéressait l'agenda diplomatique international, c'était la question sécuritaire. Mais c'est sur la base également du consensus qui s'est dégagé au sein du G7, par exemple, des grandes puissances, qu'on a assisté à un inversement de l'ordre des priorités dans l'agenda diplomatique, dans l'agenda international. Au lieu de s'intéresser uniquement à des questions de sécurité, maintenant, vous voyez que les questions d'ordre social telles que environnemental, des questions liées au sous-développement de certains États, sont portées à la connaissance de l'opinion publique internationale. La question du genre, par exemple, c'est une question fondamentale. Parfait. Qui sont traitées, les questions d'inégalité de sexe. Là où c'était là, nous sommes rappelés avec le président Boris Elsi, nous sommes ça, et le président qui nous donne des insistants plus sur ça. Mais depuis quelque temps, là aussi, par là, surtout après dernière décision pour la question ukrainienne. Oui, c'est à partir de 2014 qu'on a expulsé la Russie de ce groupe informel, à titre de sanctions politiques, en raison de l'implication ou de l'intervention des Russes en Ukraine. Là aussi, pas dans le club là encore. Pas dans le club là encore, même lorsque le gouvernement, en fait, Trump, avait fait une déclaration bien avant l'ouverture de ce sommet, qu'il aurait souhaité l'intégration de la Russie, mais finalement, au terme des discussions, on n'a jamais évoqué jusqu'à date la possibilité ou la nécessité de revenir avec la Russie au sein du G7 pour reconstituer ce qu'on appelait le G8. Malgré le G7 là, on entendait parler de G20. Oui, mais le G20, c'est les mêmes États, plus d'autres États, en intégrant surtout les États, ce qu'on appelle les pays émergents. Les pays émergents. Donc, l'orientation, c'est surtout d'ordre économique. C'est une façon pour réguler le système financier international, le système économique international en marge de la Banque mondiale, du FMI, etc. Finalement, j'aimerais essayer de comprendre, il y a toutes les grosses plateformes, tout espace, ça, où l'impression c'est l'argent qui est tout, c'est le commerce qui est tout. Oui, c'est des questions économiques, des questions d'intérêt, et c'est aussi des questions de rapport de pouvoir.
des rapports de pouvoir. Pourquoi je dis ça? C'est parce que attendez-vous à ce que les dispositions qui seront adoptées dans le cadre de ces regroupements, qu'il s'agit de G7 ou de G20, réifient la situation de ces pays puissants dans le système international et réifient la situation des petits pays dans le système international. Donc c'est une question de rapport de pouvoir aussi. On regarde les réalités qui entourent le sommet G7 qu'a fait Canada, dans le moment où on a parlé là, hier vendredi, à bout jeudi, il y a déjà en tension par rapport avec la dernière décision du président Donald Trump sur la question de tarifs douaniers, Zami Ovo et Pied, il a même parlé de 6 contre 1. Oui, évidemment, parce que la particularité de ce G7, c'est que le sommet s'est ouvert sur une double incertitude. Une incertitude à la fois une incertitude politique et une incertitude économique. Et l'incertitude politique, c'est lié au retrait des Américains dans l'accord nucléaire iranien, d'accord, et ce qui ne plaît pas à ses alliés européens. Et l'incertitude économique, c'est le fait que le retour du protectionnisme américain. Donc, ce qui fait que ce sommet donne la possibilité d'évacuer un ensemble de tensions entre les Américains d'un côté et entre les Américains et les Européens et entre les Américains et les Japonais. Parce que lorsqu'on parle de la volonté de Trump de verser dans le protectionnisme, il ne s'agit pas de protectionnisme vis-à-vis de la Chine seulement. Il s'agit de protectionnisme vis-à-vis du Japon, vis-à-vis du Mexique aussi, et vis-à-vis du Canada et vis-à-vis des Européens. Donc parce que Trump réclame et revendique le fait pour que ces pays achètent davantage de produits made in USA. Donc je pense que c'est compréhensible du côté de Trump. Compréhensible, mais un peu l'autre pays, ça, qui croit que Trump t'a plus aller vers la Chine. Il va te passer au même comme ça, il t'a pas gagner tout ça sous d'autres. Oui, évidemment, c'est la particularité du gouvernement de Trump ou de la personnalité de Trump, c'est de rebattre les cartes même avec ses alliés, ses anciens alliés. Et ça a quand même levé plume sous dos, M. Damio. Bien avant le sommet a été démarré, où était des déclarations du président Macron. Après la guerre commerciale, c'est la guerre tout court. Et M. Damio n'est pas content du tout, ça qui passe. Oui, mais évidemment, écoutez, et avec le temps, les États-Unis avaient compris la nécessité de ne pas se limiter uniquement à l'exercice de la puissance, de la puissance en termes de puissance militaire ou de puissance politique, mais d'exercer cette puissance en termes de ce qu'on appelle le soft power, en termes d'influence. Et pour maintenir cette influence sur ses alliés ou sur d'autres États comme la Chine qui n'étaient pas ses alliés, donc les États-Unis ont compris la nécessité de séduire, de charmer ou de laisser ces États et de laisser à ces États une certaine marge de manœuvre dans les échanges commerciaux, ce qui a favorisé ces États par rapport aux États-Unis dans la balance commerciale et de la balance extérieure américaine. Et donc Trump n'est pas d'accord avec cette situation. Trump veut rétablir un certain équilibre. Et pour rétablir un certain équilibre, ces États qui ont profité vont certainement perdre des gains commerciaux. Trump te dit qu'il va faire America great again, mais il y a des gens qui disent great again. Ça, non, mais c'est great again, c'est en termes économiques, ce n'était pas en termes politiques, parce que ça a ses conséquences. Les conséquences, c'est que les États-Unis vont perdre de l'influence sur ses alliés et sur d'autres États, dans d'autres régions. Il y a des commentateurs qui disent qu'ils craignent pour que le pavillon américain lonely tout, américain seul. Oui, c'est possible. Je l'ai pas avancé là. Oui, parce que déjà depuis 1991, avec l'effondrement du bloc soviétique, qui a donné lieu à ce que plusieurs penseurs en relations internationales ont appelé l'unipolarité, c'est-à-dire avec l'existence des États-Unis comme seule puissance hégémonique mondiale. Et il y a des penseurs qui sont intervenus pour dire, mais écoutez, il faut faire attention. C'est vrai que moi, je suis favorable à l'unipolarité, parce que l'unipolarité est un modèle de structuration du système international qui permet de maintenir la paix, de maintenir la sécurité internationale. Pourquoi? Parce que dès lors qu'il y a suffisamment d'écart entre la grande puissance hégémonique et les autres puissances, cet écart va permettre justement à
l'hégémon, c'est-à-dire l'État et la puissance hégémonique, d'assurer cette paix, d'assurer cette sécurité internationale, parce que les autres vont comprendre qu'ils ne peuvent pas, ils ne pourront pas rivaliser avec l'hégémonie américaine. Mais ils ont dit, mais faire attention, il faut faire attention aussi. Pourquoi? Parce que les autres États vont accepter leur situation subalterne par rapport à la puissance hégémonique, seulement si la puissance hégémonique exerce sa puissance de manière modérée. Il y a un auteur comme Stephen Walt, par exemple, qui avait parlé de retenue stratégique. Seulement si les États-Unis exerçaient sa puissance avec retenue, ce qui n'a pas été le cas. Donc, c'est dire que, et Stephen Walt avait raison, le fait que les États-Unis, au lieu de s'afficher de manière modérée dans la politique internationale, au lieu d'accepter de gérer les grandes crises internationales et dans le cadre du multilatéralisme onusien ou du multilatéralisme de l'OTAN, les États-Unis ont préféré gérer ces grandes crises à travers l'unilatéralisme, ce qui n'a pas plu non seulement aux anciens adversaires des États-Unis, mais également à certains alliés. D'accord? Voilà pourquoi ils ont voulu reconsidérer ce qu'on appelle le système d'équilibre des puissances. Ce qui va donner lieu justement à la multipolarité maintenant. Nous sommes dans un ordre, dans un système international multipolaire. D'accord? Mais ce n'est pas la première fois que les États-Unis font cette erreur. Oui, où est l'erreur? Oui, c'est une erreur parce que c'est dire que les Américains sont inspirés dans le cadre de leur politique internationale, dans le cadre des relations internationales, par une théorie, par un courant de pensée qu'on appelle le réalisme en relations internationales. La seule différence qu'il y a entre les différents gouvernements américains, qui sont toujours inspirés par le réalisme en relations internationales, cette différence réside dans le degré de réalisme. Dans quel sens? Parce qu'il y a des gouvernements américains qui sont inspirés, qui sont motivés par ce qu'on appelle le réalisme offensif. D'accord? Donc il faut attaquer, il faut soumettre les États par la force. Et puis il y a d'autres gouvernements américains qui sont plus inspirés par le réalisme défensif, voire d'autres gouvernements par le réalisme coopératif. C'est la seule nuance. C'est une nuance de degré simplement, et non une nuance de genre entre ces différentes formes de réalisme. Alors là, son sommet quand même, qui bien avant de démarrer, tu as pris tension. Le président Macron a le bonheur, 2 jours avant le sommet a commencé. Il y a avec le Premier ministre ou deux, tu as parlé en pile de ça, de dernière décision du président Trump là. Et le président Trump, il s'est parmi un des derniers chefs d'État arrivé dans le sommet. Et c'est le premier qui a quitté tout. Oui, l'objectif. Est-ce que ça va traduire malaise rien entre 6 l'autre chose et l'administration américaine via le président Donald Trump? Non, pas forcément, parce que les Américains sont conscients de leur puissance. Et puisqu'ils sont conscients de leur puissance, ils ont une façon, ils ont une posture qu'ils affichent en général dans ces genres de forums de discussion, des forums de négociation. C'est pas minimiser le temps? Non, ce n'est pas minimiser. C'est un modèle que l'on baptise de... Ils essayent de s'imposer face aux autres vis-à-vis. Donc, s'imposer, d'abord, c'est un peu normal qu'il arrive en dernier, parce qu'il veut que ce soit lui qui soit au centre de toutes les attentions. Rappelez-vous que même dans les sommets, en fait, dans les réunions annuelles de l'Assemblée générale aux Nations Unies, c'est toujours les présidents américains qui sont au centre de toutes les attentions. Les seules fois où le président américain est relégué au second plan, c'est lorsque le président cubain Fidel Castro arrive. C'est les seules fois. D'accord? Parce qu'on estime que Fidel Castro n'est pas un homme qu'on a l'opportunité d'interviewer, de voir, de filmer tous les jours. Ce qui n'est pas le cas pour un président américain, sûr. Parfait. Donc, mais il est obligé de repartir plus tôt que les autres, parce que rappelez-vous qu'il a également il doit prendre part à un sommet à 2 avec Kim Jong-un. Oui, mais c'est le 12 juin, je veux dire seulement 10 juin. Mais il se doit de préparer ça à l'avance, et les Américains ne sont pas comme nous, ils préparent tout à l'avance, et ils ont toujours plusieurs plans, plan A, plan B, plan C, c'est-à-dire... Mais là-bas encore,
président Macron, qui était quand même très fâché. D'ailleurs, je l'ai dit là, après la guerre commerciale, c'est la guerre. Au fait, quelques mois avant, président Macron, président Trump, ils ont invité l'autre à Caillou. On imagine faire le tour du monde. On l'a met pas jamais fini. Deux monsieur, on t'a dit monsieur Tambod, je t'aime. Il était courant, était passé bien entre eux. Et je dis là, problème ça a posé, ça crée, même si nous regardons dans le compte bilatéral, il fait dans le cadre de sommet G7 là, on senti c'est pas même Macron Trump que nous avons gagné quelques mois de ça. Parce qu'il y a des intérêts qui sont en jeu. Pourquoi? Parce que le retrait des Américains de l'accord nucléaire iranien va faire du tort aux entreprises françaises, aux entreprises européennes, aux entreprises allemandes, italiennes, etc., qui font affaire avec l'Iran. Pourquoi? Parce que les Américains ont adopté des sanctions de nature extraterritoriale. Alors, si je peux maintenant, imaginez là, qu'on a reçu ces images, puisque tu as une réunion, un déjeuner de travail entre le pays G7 et les pays invités, notamment Haïti. Nous avons Wanda qui est là, le président Jovenel Moïse qui fait office de président CARICOM. Et là, c'est photo de famille là, qui va le faire après déjeuner de travail. Ça, voilà, et le président Jovenel Moïse soutient quand. Et après déjeuner de travail que moi, j'ai cette chose fait avec un pays invité, sous leadership, bien entendu, Justin Trudeau, qui est le Premier ministre du pays Canada. Alors, il faut expliquer, Mounio, à côté de G7, le pays industrialisé rencontré, mais c'est l'occasion pour parler avec d'autres pays, puisque ça nous l'a. Oui, c'est depuis quelques années que l'initiative que les États du G7 ont pris cette initiative d'inviter certains États africains, notamment dans le cadre de ce qu'on appelle le nouveau partenariat pour l'Afrique, et d'inviter également d'autres États qui sont en dehors de l'Afrique. C'est pour cela que peut-être que le président haïtien et d'autres présidents et d'autres d'États qui ne sont pas en Afrique sont invités dans ce cadre-là, mais c'est toujours une bonne chose lorsque des pays africains ou d'autres petits pays sont invités dans le cadre de ces discussions, parce que ça offre la possibilité également aux représentants de ces pays de faire valoir également leurs propres intérêts, et notamment de faire un plaidoyer en faveur de l'aide internationale, en faveur des investissements directs étrangers, etc. Donc, c'est le cas. Alors, là, il y a une question pour regarder le changement climatique. Vous connaissez qui pays insulaire. Oui, c'est alors changement climatique par rapport. Oui, évidemment, parce que les changements climatiques vont affecter également la santé des océans. Tout à fait, oui. C'est pour cela que je disais qu'il n'y a pas que les enjeux économiques et politiques qui intéressent le G7. Il y a des enjeux sociaux également. Donc, la question environnementale, la question de protection même de l'écosystème marin. Et c'est une question prioritaire aussi. La question de l'égalité de genre aussi est une grande question. Alors, avant de parler de photos de famille que tu as faites, on a regardé la réalité que tu as marquée entre la France et les États-Unis quelques mois avant. Et puis je dis, ouais, monsieur Antonio. Évidemment, parce qu'il y a des intérêts qui rentrent en jeu en raison de la nature extraterritoriale des sanctions que les États-Unis souhaitent appliquer sur l'Iran et sur toutes les entreprises étrangères ou non américaines qui font affaire avec l'Iran. Donc, puisqu'il y a beaucoup d'entreprises européennes, notamment françaises, comme Total, par exemple, qui font affaire avec l'Iran. Donc, c'est un peu normal que les Européens, les Allemands, les Français ne soient pas contents. Parce que, rappelez-vous, je disais récemment qu'une entreprise comme Boeing a 17 ou 18 milliards de dollars de contrats avec l'Iran. Un groupe français comme Airbus a 20 milliards de dollars de contrats. Total qui s'est allié avec un groupe chinois à 5 milliards de dollars de contrats. Et il y a des entreprises telles que Peugeot, Renault qui seront affectées par les sanctions américaines. Donc c'est un peu normal qu'ils soient en faveur du maintien de l'accord. De cet accord. Malgré tout ça, Donald Trump mène business. Oui, parce que les intérêts américains, d'abord, dans ce cadre-là, je trouve que les intérêts américains sont justes. L'accord ne favorise pas les États-Unis, ou encore l'accord ne favorise pas le maintien de la sécurité sur la longue durée. Pourquoi? Parce que l'accord est resté silencieux sur la question de la balistique.
D'accord? Et deuxième chose, l'accord ne dit rien sur ce qui pourrait arriver après 2025, puisque c'est un accord sur 10 ans. Donc, ce qui fait que la question nucléaire n'était pas totalement évacuée par l'accord. C'est un peu normal que les Américains ne soient pas d'accord, mais c'est surtout en raison de la posture, encore en raison de l'implication de l'Iran dans la crise en Syrie. Parce que l'Iran profite des milliards de dollars qui sont dans les banques occidentales pour financer le recrutement des agents de Hezbollah ou encore des individus d'ascendance chiite pakistanais ou afghans pour aller se battre en Iran, qui pour aller se battre en Syrie, ce qui complique la tâche des Américains dans la gestion de la crise syrienne. Donc cela ne fera pas plaisir aux Américains. C'est un peu normal que les Américains souhaitent revenir avec les sanctions financières notamment pour geler les comptes de l'Iran et éviter que l'Iran dispose de suffisamment de capacités financières pour aller justement financer la crise en Syrie. Mais à côté de ça, tarif douanier autour, vraiment, on part importante. Non, et sommet qui fait toute tension de guerre entre les États-Unis et le reste de G7. Oui, notamment sur certains produits comme... Mais est-ce que là, avec décision, ça, le président Trump a remis en question l'ALENA, l'accord libre-échange américain? Ce n'est pas encore le cas. C'est pas encore le cas parce que c'est toujours en discussion. Parce que récemment, j'ai entendu des membres de l'administration Trump qui exprimaient leurs avis sur la question pour dire qu'ils sont plus favorables à des accords bilatéraux plutôt qu'à un accord plurilatéral. Parce que c'est le cas de parler de l'ALENA qui est un accord plurilatéral qui lie 3 États. Alors les Américains auraient préféré avoir un accord avec le Canada et un autre accord avec le Mexique. D'accord? Bon, là maintenant, nous en plein sommet, et M. Damio a fini de discuter aujourd'hui. Est-ce que Jean Bahala est là, nous risquons Gonsobek par une déclaration? Et nous ce sera peut-être, je ne sais pas dans l'histoire si ça c'est déjà arrivé, sinon ce serait la première fois qu'on n'ait pas une déclaration conjointe. Sinon, on pourrait avoir un simple communiqué conjoint. Parce que là où il y a l'impression violent ou pas fin accordé. Oui, parce que les tensions il y a beaucoup de tensions, notamment des tensions économiques et financières qui opposent les États-Unis et le Canada et les États-Unis et l'Europe. Bon, quand on traverse dans la question ça, c'est dans la spécialité où généralement tension entre pays, ça tire plus toujours généralement en fait, toujours bien, on va dire si c'est toujours bien généralement motivé par l'économique. Oui, mais le moteur même des relations internationales, c'est l'économie. C'est-à-dire que c'est l'économie qui inspire et qui motive l'action des États sur la scène internationale. C'est pour cela que il y a des gens qui estiment que Haïti, dans son choix, dans le choix du vote d'Haïti au sein de l'EEA, Haïti n'était pas rationnel. Et même dans le choix d'Haïti vis-à-vis de Taïwan par rapport à la Chine continentale, Haïti n'était pas rationnel parce que Haïti ne voit pas ses intérêts. Pourquoi? Parce que pour eux, les intérêts priment d'abord surtout. Et lorsqu'on parle de rationalité, on parle d'une logique d'intérêt, on parle d'une logique économique. Pourquoi? Parce que ce courant de pensée-là conçoit les États comme étant des homo economicus, c'est-à-dire qui réagissent uniquement en fonction d'une logique et coût-bénéfice, d'une logique d'intérêt, d'une logique de gain, etc. Alors que ce que j'essaie de dire, et dans ce cas-là, c'est dire que nous sommes, en disant que Haïti, il est possible que des fois Haïti intervienne n'importe comment sur la scène internationale. Mais des fois, il faut se dire aussi que si on suit l'histoire diplomatique d'Haïti, Haïti essaie toujours de se positionner en fonction de son vécu en tant qu'État, d'accord, en tant qu'État-nation, mais également Haïti essaie de se positionner en respectant le vécu collectif aussi. Et en termes de valeurs partagées, en termes de préférences partagées par la communauté nationale, c'est-à-dire par les Haïtiens. Ce qui fait que, moi je dis que nous sommes en train de faire le jeu des Occidentaux, du discours occidental qui traite la rationalité en fonction uniquement du postulat économique. Il y a
il y a deux formes de rationalité. Il faut accepter de concevoir la rationalité de deux façons. Déjà, avec un auteur comme Max Weber, qui établissait déjà la différence entre la rationalité en finalité et la rationalité en valeur. C'est dire que la rationalité en finalité, c'est cette rationalité qui est propre aux États occidentaux, qui tourne autour des questions d'intérêt. Alors que la rationalité en valeur, c'est cette rationalité qui tourne autour d'une logique de convenance, d'une logique d'héritage, qui tourne autour des valeurs, par exemple. On ne peut pas en vouloir un État si il préfère mettre en avant les questions de valeur, les questions d'éthique, les questions de solidarité plutôt que les questions d'intérêt. Ça, c'est une chose. Mais lorsqu'on parle d'intérêt national, mais c'est quoi l'intérêt national? Parce que sinon, Haïti ne serait pas dans cette situation. C'est comme quoi que l'intérêt national n'existe pas, ou encore l'intérêt national n'est pas... la plupart des secteurs politiques qui se battent autour du pouvoir politique en Haïti ne conçoivent pas l'intérêt national de la même façon. Bon. Donc, c'est quoi l'intérêt national finalement, c'est peut-être nous-mêmes qui vous achita, tout acteur, vous avez un contenu à l'international, et engagé pour que nous suivions ça nous dit. Oui, tout à fait, c'est ça. Mais on peut aller encore plus loin. Et c'est ce que les États-Unis ont fait. Vous voyez que lorsqu'on parle de rationalité en finalité, on parle de rationalité en termes d'intérêt, on voit surtout les États-Unis. D'accord, la pensée américaine, la vision américaine. Mais les Américains eux-mêmes ont compris que le gouvernement américain à lui seul ne peut pas définir l'intérêt national des États-Unis. Vous savez ce que les Américains ont fait, surtout dans le domaine de la sécurité? Ils ont voulu créer des barrières sociales, c'est-à-dire entre les Américains, la civilisation américaine et d'autres civilisations telles que la civilisation asiatique, chinoise, russe. Ils ont compris que pour justifier ce qu'eux, ils vont appeler intérêt national, ils doivent se cacher derrière la population, derrière la communauté. Donc, ils ont élaboré ce qu'on appelle des éléments discursifs, des discours. Parce qu'ils ont compris que les discours, ce sont des actes de langage performatifs. Ils se cachent, ils génèrent des discours, des éléments de langage qui seront intériorisés par la population, et c'est la population elle-même qui va déterminer cela comme étant l'intérêt national. Mais à l'origine, c'est la volonté du gouvernement américain qui finalement a primé. C'est ça. Alors, l'autre dossier brûlant dans G8 là, Anissa, c'est le président Trump vient avec Russie. Il t'a demandé pour que réintégrer aussi ce que les Européens ne sont pas d'accord. Oui, mais ce que j'ai appris, c'est dire qu'il a fait cette déclaration avant d'arriver au sommet. Je ne sais pas s'il a repris parce que aux dernières nouvelles, apparemment, on n'avait pas évoqué ça. C'est un peu normal que les Européens ne soient pas d'accord, puisque les Européens seront les pays les premiers menacés par un retour de la puissance russe, un retour de l'impérialisme russe en Europe, puisqu'ils partagent le continent européen avec la Russie. Finalement, là, j'aime comprendre la réalité sommet, ça, le contexte quand tout est déroulé sommet, c'est un sommet qui n'est pas fait. Toute tension que tu as gagnée entre les États-Unis et même l'absence de Donald Trump. Au contraire, c'est parce qu'il y a tension qui peut expliquer l'intérêt du sommet. D'accord. C'est parce que le sommet offre l'opportunité également d'évacuer les tensions, sinon de faire comprendre les points de vue de l'autre. Parce que vous dites évacuer, parce que là, même lorsque ce n'est pas totalement évacué, mais au moins, et les discussions vont permettre à chacune des parties de mieux comprendre la réalité et les enjeux, et la position de l'autre. Bon, voilà, maintenant, la prétendue déclaration bien communiquée à la fin sommet pour nous vraiment est-ce que violent plus ou moins accordé, même si j'aime comprendre ça. Soit dit en passant, un sommet de chefs d'État ou de gouvernement, c'est toujours une bonne chose dans le sens que ça peut permettre de faire l'économie de longues négociations, d'accord, et d'être en avant-garde par rapport à l'agenda diplomatique à venir, d'accord. Mais il ne faudrait pas que ces négociations au sommet, parce que lorsqu'on parle de négociations au sommet, c'est des négociations qui lient les chefs d'État et les chefs de gouvernement. Il ne faudrait pas que ces négociations au sommet court-circuitent
la diplomatie ordinaire, c'est la diplomatie menée par les diplomates ordinaires. Et il y a un risque également dans ces négociations au sommet, c'est que lorsque deux ambassadeurs ne sont pas d'accord, eh bien, le recours, il y a toujours un recours. Le recours, c'est leur chef d'État respectif. Mais lorsque deux chefs d'État ne sont pas d'accord, il n'y a plus de recours. Mais là, avec soit si ça, le président Trump a fait là, je parle de sommet avec Kim Jong-un dans la semaine qui vient, est-ce que ça pas refait, monsieur, une autre place, ou l'autre gens, on leur perception sur vous lire et sur scène internationale? Vous parlez du président américain? Oui, président. Non, mais évidemment, il est en train là de prendre de l'allure. C'est-à-dire que c'est une bonne chose pour lui de résoudre ces grands dossiers-là. Ça va lui donner une certaine prestance internationale, d'autant plus que de plus en plus, il paraît avoir une personnalité plus modérée et mieux imbue des grands enjeux. Vous pensez? Moi, c'est l'image qu'il donne, en tout cas. Peut-être qu'il accepte, il a accepté maintenant de considérer le pouvoir de l'institution aux États-Unis et de respecter l'influence de l'institution ou des institutions américaines dans le cadre de la conduite de la politique aux États-Unis. Même si il y a une capsule qui dit un peu fois où elle est très fort, même trop fort. Moi, je crois que ça, c'était avant. Ça, c'était avant, parce que c'est une bonne. Écoute, ce sommet. Le dernier tarif, par rapport à tarif douanier qui augmenté là, pourquoi c'est. Oui, mais je vous dis, moi, je trouve que c'est une bonne chose pour les Américains, parce que moi, je ne veux pas me faire l'avocat du diable, mais si j'étais un citoyen américain, un membre du gouvernement américain, je serais favorable à ça. Mais il faut être conscient, il faut être objectif dans les réflexions aussi. America's First. Mais non, pas forcément America First, mais il faut dire aussi que dans les échanges commerciaux entre les États-Unis et ces autres pays, ça désavantage les États-Unis au point que sa balance commerciale est déficitaire. Donc, ce n'est jamais une bonne chose. Il faut rééquilibrer les échanges. Donc, les Européens doivent comprendre ça aussi. Après ça, vous pensez que ces perspectives paraissent plus intéressantes pour les États? Oui, inévitablement, parce que même lorsque on n'arrive pas à dégager un consensus formel à travers une déclaration conjointe, et le fait même d'organiser cette rencontre entre ces différents leaders mondiaux, eh bien, ça va permettre un gel des tensions. D'accord? Alors, pour nous, puisque le président haïtien est dans sommet, nous sommes fait photo de famille, nous fait avec les membres G7, membres G7 et l'autre pays qui est invité, qui est Haïti capable de profiter de la présence de Jovenel Moïse au Canada. Moi, je trouve que Haïti a beaucoup à gagner dans le cadre de ce sommet. Et ceci a deux points de vue. Ce sommet peut offrir d'abord l'opportunité au président haïtien de faire valoir le fait que Haïti a plus besoin d'investissements directs étrangers que l'aide internationale. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est de dire que même dans la logique de l'aide internationale, le président haïtien a intérêt à faire valoir le fait qu'il faudrait que l'aide s'aligne sur les intérêts, sur les priorités du gouvernement haïtien plutôt que sur les intérêts des États donateurs. Tel a été le cas dans le passé. Je crois que c'est l'occasion pour le président haïtien de faire valoir tout ça, de sorte à ce que Haïti puisse bénéficier ou optimiser davantage ce qu'il reçoit du système international. Pas bien tout le chapeau président CARICOM pendant la présence au Canada. Autant d'enjeux qui permettent au président haïtien d'avoir voix au chapitre au sein de ce sommet. À côté de ça, il y a des bilatérales qui annoncé. Tu as parlé de, selon l'agenda disponible, tu as rencontré le président Kenya, le Premier ministre Shinzo Abe, le Premier ministre du Japon et évidemment le Premier ministre du Canada. Alors vous parlez du président haïtien. C'est ça. Ah mais voilà, c'est autant d'opportunités que peut offrir justement un tel sommet. C'est toujours une bonne chose pour Haïti parce que, écoutez, on a tellement de problèmes et des fois, l'étranger, lorsqu'il est aussi éloigné d'Haïti, il voit les choses d'une certaine façon. Maintenant, c'est l'occasion pour le président haïtien d'insister non seulement sur les problèmes, mais sur les modèles de solutions. Nous avons regardé le comme président dans le sommet comme ça. D'ailleurs, Jamaïque tout là, puisque après Haïti, c'est Jamaïque qui va assurer la présidence tournante CARICOM. Il y a des rapports privilégiés entre pays et
et pays comme yo, qui fait que présence était nécessaire, Non, mais comme je vous dis, d'abord, c'est celui qui assure la présidence du sommet, c'est à lui de déterminer, justement de faire le choix des invités. D'accord? Et donc, ça a été le cas du Premier ministre canadien qui a jugé bon d'éviter les représentants de certains pays, dont Haïti, le Kenya, et les îles Seychelles, je crois, etc. Le Rwanda. Mais comme je vous dis, je vous disais tout à l'heure, c'est cette pratique-là d'ouvrir le sommet et les négociations à d'autres États non membres du G7, c'est une pratique qui remonte à quelques années et déjà. C'est-à-dire qu'ils ont compris la nécessité d'intégrer les États africains également dans le cadre des négociations et à travers ce qu'on appelle le nouveau partenariat pour l'Afrique, de manière à ce qu'on puisse dégager un consensus commun pour le développement de l'Afrique, du continent. Donc ce serait c'est une bonne nouvelle aussi pour Haïti dans ce sens-là. Nous allons refermer le programme, mais il y a quelques éléments qui doivent aller sans pas de commentaires ou de réactions sur eux. La République dominicaine est élue, et membre du Conseil de sécurité, non permanent, élu pour 2 ans. Comment on comprend ça? Bon, c'est une bonne chose pour la République dominicaine, c'est une bonne chose pour la région, d'accord? Moi, j'ai toujours espéré que ce soit Haïti qui serait nommé en premier membre du Conseil de sécurité pour la région. Connaissant l'histoire d'Haïti, c'est à Haïti d'avoir le leadership diplomatique pour la région. Malheureusement, en raison des difficultés politiques, en raison de la situation économique et politique désastreuse d'Haïti, Haïti fait pâle figure par rapport à la République dominicaine, mais il faut accepter le fait aussi que les Dominicains, depuis quelques décennies, ont bien travaillé de manière à changer l'image de leur pays et de manière à renforcer la présence internationale de leur pays. Là, ils sont en train de gagner ce pour lequel ils ont beaucoup travaillé. Maintenant, c'est à nous autres, Haïtiens, de comprendre la nécessité de finalement mettre fin à nos bêtises, à nos jérémiades, à nos conflits et de nous unir pour le bien-être de la collectivité et non pour le bien-être d'un parti, d'un groupe, etc. Les gens qui ont regardé, qui ont essayé de faire cette addition, ils disent bon, la République dominicaine paraît trop longtemps depuis l'engager dans un rapport, dans une relation avec la grande Chine, paraît trop longtemps tout, sauf qu'il y a un vote au niveau de l'OEA et par rapport avec résolution pour la question Venezuela, il a choisi qu'aux États-Unis. N'est-ce pas un deal? Oui, c'est possible que ce soit un deal et aussi, surtout que si on se rappelle de la déclaration je ne sais pas si c'était le responsable du département d'État américain qui disait que, écoutez, si vous nous appuyez, on va vous appuyer aussi. C'est peut-être un deal, c'est juste un deal qui est peut-être pour exprimer le fait que les Américains sont prêts à soutenir les États qui acceptent de s'aligner sur leur position diplomatique. Mais cela a toujours été... C'est des choses qui sont... c'est des pratiques qui ne sont pas nouvelles dans le système international. Mais comme je vous dis, c'est à Haïti de comprendre les enjeux et de concevoir ses propres intérêts et d'aller dans le sens de ses intérêts et de ses valeurs aussi. D'accord? Sommet Savini, quelques jours, on dit après vote qui était gagné dans l'OEA, et une position Haïti était gagné, Haïti était choisi faire abstention. Conséquence, ça a gagné? Écoutez, lorsque on me questionne sur la position d'Haïti dans le cadre de ce vote, moi, écoutez, si j'étais à la place de l'ambassadeur haïtien, j'aurais voté pareil aussi. C'est-à-dire, moi, pour ma part, ça a été le meilleur choix, l'abstention. Pourquoi? Parce que l'abstention a permis à Haïti d'éviter de s'exposer aux représailles des États-Unis, d'accord? Mais l'abstention a permis également à Haïti d'éviter de perdre la sympathie du Venezuela. Donc, moi, je trouve que la meilleure position, c'était l'abstention. Et alors que Haïti avait le choix de s'aligner sur les États-Unis ou de s'aligner sur le Venezuela. Donc, les deux ne peuvent pas en vouloir à Haïti. D'accord? Moi, je trouve que Haïti a fait le bon choix. D'autant plus que l'histoire d'Haïti et les valeurs dont Haïti est porteur, consciemment ou inconsciemment, souvent inconsciemment,
fait que Haïti s'est toujours positionné de telle façon à préserver les intérêts des petits États vis-à-vis des grands. C'est ce qui explique la posture diplomatique d'Haïti vis-à-vis de la Palestine par rapport à Israël, vis-à-vis des États, des colonies africaines qui allaient accéder à l'indépendance après 1960, et la posture diplomatique d'Haïti vis-à-vis de Taïwan par rapport à la Chine. Donc c'est-à-dire que nous portons l'empreinte de notre histoire, de notre vécu, et qui vécu caractérisé par un ensemble de valeurs, de préférences, et qui sont plus inspirées par ce que j'appelle la rationalité en valeur plutôt que la rationalité en finalité. Jean Dialan, pas de trop choix, sinon que faire abstention. Oui, moi je pense que c'était le meilleur choix. Et ce choix également, bon, c'est une bonne chose également dans le sens que on peut comprendre que même en étant en difficulté politiquement et économiquement, Haïti peut jouer également d'une certaine autonomie dans le système international. Mais au fait, ça va entraîner toutes les conséquences. Que ce soit peut-être Venezuela qui attend que nous votions pour lui, ou les États-Unis tout attend que nous votions pour la résolution. Vous savez, lorsque les États ont des difficultés par rapport à d'autres États, ces difficultés peuvent être gérées en fonction de la capacité de l'intelligence politique des représentants des États concernés. Ce que je veux dire, c'est dire qu'il faut mettre en avant plus la capacité des membres du gouvernement haïtien à faire valoir les intérêts d'Haïti, plutôt que les faiblesses du pays ou les menaces qu'encourt le pays. Parce que le plus souvent, c'est ce qui fait la différence, même en situation difficile. Ce qui fait la différence, c'est la capacité du vis-à-vis de discuter avec l'autre, avec l'adversaire, de négocier avec l'autre et de faire valoir ses propres intérêts. C'est la capacité. Parfait, parfait. Mais il y a beaucoup de que position de Haïti était entre la plume et le marteau. Oui, c'était le cas de le dire. Parce que Venezuela, c'est mon oui, ami. C'était le cas de le dire. Surtout si les États-Unis viennent avec cette histoire de TPS. D'accord. Là, bon, l'idée, c'est quand même. Mais on a compris aussi que des fois, en voulant faire bien, c'est-à-dire en voulant accorder de l'intérêt à un groupe social quelconque, par exemple, lorsqu'on parle de la diaspora haïtienne aux États-Unis, et Haïti, le gouvernement passé, par exemple, a voulu, dans le cadre de la loi d'amendement, de l'amendement de la Constitution par rapport au régime de la nationalité, mais le gouvernement de l'époque a voulu accorder de l'intérêt à la diaspora haïtienne aux États-Unis, oubliant le deuxième pôle d'immigration d'Haïti, qui est la République dominicaine. Donc, ce qui fait que, en adoptant ce régime de la nationalité, le gouvernement haïtien a lui-même ouvert la porte, justement, à la dénationalisation d'un ensemble d'individus d'origine haïtienne. Donc, ce qui fait qu'il faut, lorsqu'on traite une question, il faut voir l'ensemble. Il ne faut pas rester dans l'immédiateté. Il faut traiter la question sur la longue durée. Et puis, c'est pour cela que je parlais de la compétence politique. Et cette compétence politique doit permettre aux concernés d'avoir une vision, non seulement une vision d'ensemble, mais une vision qui est capable de transcender un ensemble d'aspects. D'accord? Afin de peser le coût d'opportunité de chaque action. C'est ce qui manque le plus souvent en Haïti. Mais là, peut-être, c'est une bonne occasion pour nous nécessiter une diplomatie tout plus active. Une diplomatie tout qui est capable de servir comme un véritable outil pour développer le pays. Eh bien, inévitablement, il est nécessaire d'avoir une diplomatie et une réforme diplomatique. Et c'est vrai qu'il y a un début de réforme parce que j'ai cru comprendre qu'il y a un ensemble de diplomates ou d'agents consulaires qui ont été rappelés, pour la plupart qui n'ont pas été formés au métier de diplomatie. C'est une bonne chose, mais il faut que cette réforme diplomatique va au-delà de cet aspect-là. Pourquoi? Parce que
le système international a été caractérisé par ce que j'appelle 3 dynamiques de changement. Quels sont ces changements? Il y a d'abord les relations internationales se sont élargies en intégrant un ensemble de nouveaux acteurs qui sont le plus souvent des acteurs non étatiques à côté des OI qui étaient déjà des acteurs, mais nous avons des nouveaux acteurs non étatiques tels que les organisations non gouvernementales internationales qui sont au nombre de plus de 500 qui ont un statut consultatif au sein du Conseil, économique, ce qu'on appelle l'ECOSOC, et Conseil économique et social des Nations Unies. Et ces organisations non gouvernementales composées par des intérêts privés, d'accord, et qui sont motivés par des enjeux sociaux, et ont une influence énorme sur l'opinion publique internationale. Donc, on doit compter avec ces nouveaux acteurs non étatiques. Il y a les mouvements sociaux transnationaux. Haïti doit compter également avec ces mouvements sociaux transnationaux qui sont porteurs des questions sociales et internationales. Ça, c'est le premier changement. Il y a une deuxième transformation au niveau international. Les relations internationales, en dehors du fait qu'elles se soient élargies, les relations internationales se sont approfondies. Approfondies dans le sens que désormais les relations internationales, la politique internationale a intégré des nouvelles thématiques prioritaires dans l'agenda international. Quelles sont les nouvelles thématiques prioritaires? On parle de plus en plus de la question du genre, de la question de la protection de l'environnement et de la question de protection, de respect des droits de l'homme. Donc Haïti doit intégrer ça également dans les pratiques politiques et dans les pratiques discursives au sein de la société haïtienne. Et puis, sans oublier la troisième transformation, c'est dire qu'il y a un ensemble, les relations internationales ou encore le système international s'est décentralisé. Parce que tout à l'heure, je vous parlais de l'unipolarité, mais après, je vous ai parlé de la multipolarité. C'est-à-dire que après l'unipolarité, avant l'unipolarité, on avait eu la bipolarité, où l'Union soviétique, les États-Unis. Après 1991, l'unipolarité avec la puissance hégémonique des États-Unis. Après, nous sommes dans un système, dans un ordre mondial multipolaire, où il y a une multiplication de pôles de puissance. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un effet dégravitationnel dans le système international qui fait que plusieurs autres États peuvent se positionner comme étant des puissances mondiales ou des puissances régionales, ou encore des États qui sont à la recherche d'une réforme du statu quo ante. Donc Haïti doit intégrer cela dans sa vision, dans sa pensée de politique étrangère, afin de réaligner sa diplomatie. D'abord, avec l'émergence de nouveaux pôles de puissance tels que le Brésil, tels que le Japon, même l'Afrique du Sud. Est-ce que nous avons, je ne sais pas si on a une ambassade en Afrique du Sud, mais on doit redéployer nos représentations diplomatiques sans remettre en question les grandes capitales occidentales. On doit toujours être représenté auprès des grandes capitales, mais il est nécessaire de se faire représenter, que Haïti soit représenté auprès de certaines puissances régionales, même lorsqu'il s'agit de puissances économiques. Là, au clair, il faut que nous mettions d'accord sur vision. Oui. Et sa fonction de vision, nous sommes capables d'arriver quotidien. Mais tout, pour vision, ça arrive à atterrir, il faut que nous ayons des ressources humaines qualifiées. Ressources humaines. C'est peut-être un plus gros problème diplomatique. Oui, évidemment. C'est un autre aspect de la réforme, parce que ce que je dis souvent, c'est dire que les diplomates haïtiens, les seniors notamment, ont été formés à l'école généraliste. On a plus des diplomates généralistes plutôt que des diplomates spécialistes. Maintenant, depuis 1991, l'humanité connaît une situation de diplomatie de crise. Puisqu'on est en diplomatie de crise, on doit former nos diplomates de manière à ce qu'ils soient plus spécialisés. À des questions de négociation, on a besoin de bons négociateurs. À des questions de règlement de conflits, d'accord, aux questions de droit international.
notamment de droit international public et privé aussi, pourquoi pas. Et rappelez-vous le débat autour de la question de l'extradition de Guy Philippe, et donc les questions d'extraterritorialité du droit américain. Donc il faut que nos diplomates soient bien formés en matière de droit international privé qui abordent justement ces questions de conflit de loi, de conflit de juridiction, etc. Des questions de sécurité. Eh bien, dans le temps, on parlait d'un seul paradigme et de sécurité qui était le paradigme rationaliste, dans le sens que la sécurité était vue comme étant une sécurité tournée autour de l'État et autour des mesures d'action militaire. Autour de l'État, dans le sens que seul l'État était considéré comme étant l'objet référent de la sécurité. C'est pour cela qu'on parlait d'une posture statocentrisme. Et lorsqu'il s'agit de prendre des mesures pour combattre l'insécurité, eh ces mesures étaient notamment des mesures d'ordre militaire, c'était l'usage de la force. Alors qu'aujourd'hui, on est passé à un champ de sécurité qu'on appelle une étude critique de la sécurité, qui comprend, qui conçoit la sécurité autrement. Non seulement que l'État n'est pas le seul objet référent, mais la sécurité est plus tournée autour de l'individu, autour de la communauté comme objet référent de la sécurité. Et en termes de mesures à combattre cette insécurité, ces mesures sont plus d'ordre social, d'ordre économique, d'ordre administratif plutôt que d'ordre militaire. Bon, là maintenant, nous avons besoin de dépolitiser tout, diplomatie, si nous souhaitons arriver en diplomatie qui est plus active et capable d'utiliser le pays. Oui, dépolitiser, oui, mais vous savez que même chez les grandes puissances occidentales, il y a toujours des diplomates, des ambassadeurs qui sont nommés, qui sont des ambassadeurs politiques, qui sont nommés en raison de leurs affinités politiques, soit avec le ministre des Affaires étrangères ou avec le président. Donc, c'est dire qu'il y a toujours un pourcentage de diplomates qui ne sont pas des diplomates de carrière au sein de la diplomatie. Tel n'est pas même au temps de Duvalier où on disait que notre diplomatie était plus active, eh bien certains diplomates étaient des diplomates qui se rapportaient à François Duvalier, qui avait des missions obscures dans le cadre de ce qu'on appelle des missions tournantes auprès de certaines ambassades, auprès de certaines régions. Donc, ce n'est pas un souci d'avoir des ambassadeurs qui sont nommés en raison de leurs affinités politiques. Mais ce qui est essentiel, c'est qu'on ait des ambassadeurs qui sont formés à l'école moderne de la diplomatie de crise. Bon, là, c'est ça. De toute manière, j'en ai d'accord sur l'IA et les ressources humaines importantes. D'ailleurs, la diplomatie, c'est quand même un carrière. Et ce n'est pas tout le monde qui est obligé de dire un bon matin et puis de poser tête en diplomate. Surtout dans un pays tant qu'Haïti, où il y a de ressources, nous avons besoin d'attirer investissement sur le pays, nous avons besoin de créer richesse. Là, il y a des feuilles de route claires qui t'a donné à joindre représentation diplomatique qui t'a peut-être pourquoi pas aller dans ce sens ça. Et oui, mais d'abord, la réforme, l'initiative de la réforme doit être prise par le président par le président et le ministre des Affaires étrangères. C'est-à-dire, ce sont ces personnes-là qui conduisent la diplomatie et la politique extérieure du pays. C'est à eux d'adopter cette réforme à travers un plan de réforme. D'abord, sur cette base, je me permets de vous informer que j'avais communiqué justement l'actuel ministre des Affaires étrangères, oui, un document de méthode sur un plan de réforme oui, de la diplomatie. Les grands axes. Qui comprend les grands axes, dont certains que je viens de citer là. Donc, c'est dire que moi, je ne suis pas étranger par rapport à ce domaine-là, à ce secteur-là. Oui, une réforme qui se fait attendre. Oui, hein? Oui, mais les dernières discussions que j'ai eues avec le ministre personnellement, c'est dire qu'il y a un effort qui est en train d'être fait à son niveau pour réformer la diplomatie. Mais vous savez que les enjeux sont énormes. Et lorsque vous avez des agents consulaires notamment, qui ont des liens avec des parlementaires influents, qui ont des liens avec des politiciens influents. Donc c'est un peu difficile, même pour le président,
d'aller dans un sens qui serait favorable à la réforme de notre diplomatie. Bon, il faut faire des choix. Oui, il faut faire des choix courageux. C'est ce que je dis, c'est l'intelligence politique et le courage qu'il faut à un leader politique en Haïti pour sortir Haïti de ce pétrin-là. L'intelligence politique et le courage politique. Bon, c'est quand même deux éléments fondamentaux. Oui, les deux éléments fondamentaux. Ce n'est même pas les moyens. Parce qu'avec l'intelligence, on va pouvoir trouver les moyens. On va optimiser nos ressources et faire plus avec un minimum de ressources. Mais il faut également le courage. C'est-à-dire le courage de prendre des décisions qui soient impopulaires mais qui soient bonnes. Même lorsque ces décisions-là ne sont pas bonnes pour cette génération, mais ces décisions, on est conscient de ça, ces décisions sont bonnes pour les générations à venir. Parce que lorsqu'un chef d'État gouverne, on ne gouverne pas pour la population actuelle seulement, on gouverne pour les populations à venir, sinon il n'y aurait pas de guerre. Pourquoi un gouvernement accepterait de mettre en péril la vie de plusieurs milliers de ses soldats pour préserver un intérêt? Mais c'est parce que l'intérêt, c'est quelque chose qui va favoriser les populations à venir. Donc vous comprenez? Parfait. Là maintenant, puisque c'est prétexte ça, c'est le sommet G7 là, qui prend le bout, on dit tout à l'heure comme ça. Là, nous avons deux jeunes de travail qui continuent à faire. Après, on finit de recevoir pays invités, il y a une institution internationale du genre Banque mondiale, FMI, qui a discuté tout. Et l'autre plus gros rendez-vous là, capitaine président Donald Trump, c'est Kim Jong-un. Ouais. Finalement, 12 juin, semblait à toutes nos réalités, malgré tout tâtonnement, par pile, report, par report. Moi, je crois que finalement, le sommet va se faire le 12 juin. Et ce sera une bonne chose non seulement pour ces deux leaders, mais ce sera une bonne chose pour l'humanité. C'est-à-dire l'humanité n'était pas prête à vivre une guerre nucléaire, une guerre qui aurait risqué de déboucher sur une guerre nucléaire si la Chine et la Russie devaient intervenir également. Qu'est-ce qui a pris plus pour gagner dans ça? Donald Trump ou Kim Jong-un? Les deux, mais beaucoup plus les États-Unis, il faut l'avouer. Les deux, mais beaucoup plus les États-Unis. Parce que la question de nucléarisation, le fait qu'une puissance, qu'un nouvel État accède à la technologie nucléaire est une très mauvaise chose pour les États-Unis d'Amérique. Oui. Alors là, maintenant, Donald Trump a intérêt pour qu'on entende qu'il joigne entre les États-Unis et Corée du Nord. Tout à fait. Mais Corée du Nord, tout le monde profite en pile de ça pour le vendre tête liste sur scène internationale là. Et ça fait que je dis à perception de Kim Jong-un a changé. Hein? Oui, c'est tout à fait. Il a beaucoup bénéficié de ces nouvelles avancées au niveau international. Quand je dis que le bâton est dans la veille, pas coup. Parce que M. Gemba, qui sont armes nucléaires, il met au devant et puis qui fait que. Oui, mais il faut dire aussi, lui, il était conscient qu'il ne pouvait pas résister très longtemps face aux menaces des États-Unis, notamment les menaces financières, les sanctions financières, face aux sanctions des États-Unis, les sanctions financières qui influent négativement et considérablement sur sa population et sur les moyens de son gouvernement. Mais il était conscient aussi que les Américains, en dehors des menaces armées, avaient d'autres plans de mitigation de cette crise. Et ces autres plans passaient par une réforme à l'interne, en comptant justement sur des officiers militaires au sein de l'armée, des proches du régime pour démettre par la force le leader. Et sans oublier, les Américains ont fait en sorte, à travers certaines institutions, de favoriser la corruption de certaines autorités civiles et militaires en Corée du Nord. Ah bon? Oui, c'est autant de stratégies qui sont mises en œuvre sous l'égide de la CIA. Donc, c'est pour vous dire que les Américains ne jouaient pas avec cette crise-là. Mais pas oublier dans un autre, il y a la Chine, il y a la Russie. Mais comme j'ai expliqué une fois, la Russie et la Chine, c'est normal qu'ils aient cette posture un peu hostile vis-à-vis des États-Unis, parce que ce qu'elles refusent, la Chine et la Russie, c'est une intervention américaine ou encore un renforcement des États-Unis dans cette région d'Asie du Sud-Est. Ce n'était pas une bonne chose pour leur propre sécurité. Est-ce que les États-Unis ont avancé tout ça?
Ou peut-être que oui. Peut-être que oui. Pourquoi? Parce que si les Américains, dans leur plan A, se sont dit quoi? Écoutez, d'abord, du point de vue économique, la Chine, les États-Unis deviennent le premier, et les États-Unis deviennent le premier, ou du moins la Chine devient le premier fournisseur des Américains. Vous comprenez cela? La Chine est devenue le premier fournisseur des Américains. Ça, c'est une chose. C'est vrai que la Russie ne développe pas de grands échanges commerciaux avec les États-Unis, surtout après les sanctions datant de 2014 et au terme de son intervention en Crimée. Mais la Russie, le premier partenaire commercial de la Russie, ce n'est pas la Chine, c'est l'Union européenne. D'accord? Donc, ce qui fait que les Américains se sont dit, puisque les Chinois sont des êtres rationnels, les Russes sont des êtres rationnels, ils vont réagir en fonction des déterminants économiques, du calcul coût-bénéfice, pour dire, écoutez, est-ce que la Chine est prête à prendre ce risque-là de ne plus pouvoir commercer avec les États-Unis uniquement pour la Corée du Nord? Est-ce que la Russie est prête à ne plus commercer avec l'Union européenne uniquement pour la Corée du Nord? OK? Ça, c'est une première réflexion fondée sur le déterminant économique. Okay. Mais il y a un deuxième déterminant qui a été considéré, fondé sur, c'est le déterminant stratégique. Le déterminant stratégique, c'est-à-dire que les Américains ne veulent pas que, pas seulement la Corée du Nord, mais n'importe quel nouvel État accède à la technologie nucléaire, pas seulement pour une question de sécurité internationale, mais c'est surtout parce que l'accession de nouvel État à l'arme nucléaire va forcer à une remise en question de l'équilibre des puissances, va forcer à une redistribution de la puissance au sein du système international. Dans le sens que l'acquisition d'une nouvelle, de la technologie nucléaire, de l'arme nucléaire, par un nouvel État, vont créer ce qu'on appelle un jeu à somme nulle, okay, où cette acquisition de nouvelles puissances est forcément aux dépens des autres puissances, telles que les États-Unis. Mais pas seulement vis-à-vis des États-Unis, mais vis-à-vis de la Chine aussi, vis-à-vis de la Russie. Parce que la Chine et la Russie savent également qu'une fois que la Corée du Nord accède à cette puissance nucléaire, ils ne pourront pas négocier, traiter la Corée du Nord telle qu'elles avaient l'habitude de traiter la Corée du Nord ou de considérer la Corée du Nord auparavant. Okay, donc, ce qui fait que la puissance chinoise, l'influence russe va diminuer. Ces États-là le savent. Okay. Donc, eux aussi, en sourdine, ils avaient intérêt aussi à ce que la Corée du Nord n'accède pas à cette puissance nucléaire. Okay. D'accord? Mais là, il y a des gens qui montent à la parcouche en souris et du jeu. Si bon, discussion seulement faite. Le seul risque qu'il y a, c'est dire que les négociations, c'est dire que c'est un sommet entre deux, c'est-à-dire qui peut déboucher sur un consensus formel où il y a des dispositions ou des engagements qui seront adoptés par les deux parties. Mais il se pourrait également que ce sommet donne lieu s'ouvre vers de nouvelles négociations où ce ne seraient plus les deux leaders qui vont se rencontrer, mais c'est des négociateurs de ces deux États ou même intégrer d'autres États, des représentants d'autres puissances dans ces négociations. Il se pourrait qu'on ait une longue négociation aussi. Alors, vous bien dit qu'on c'est au début d'une série de négociations. Oui, tout à fait, une série de négociations, mais la seule chose qui est certaine, c'est-à-dire que ce sommet va déboucher sur une bonne nouvelle, peut-être un gel de la crise. Mais parce que ça, les États-Unis, besoin, c'est dénucléarisation. Dénucléarisation. On va être partiel, on va être total. Oui. On a est-ce que Kim Jong-un pour le parer, vraiment pour le G fermé, tête baissée entrer dans la dénucléarisation, ces armes, ça sont dans le. Oui, mais il se pourrait également que la Corée du Nord négocie la possibilité pour qu'il continue dans son programme nucléaire et seulement dans le sens d'une application civile et non militaire. D'accord? Dans ce cas-là, l'aspect à considérer, c'est le niveau d'enrichissement de l'uranium. Donc, parce que c'est ce qui va établir la différence entre l'application civile ou militaire qui sera faite de ce programme nucléaire. De toute manière, parce que les engagements peuvent prendre de part et d'autre. Oui, certainement. Maintenant, c'est pour la Kounia qui ça va le porter
et pour les États-Unis ou bien pour Corée du Nord. C'est un engagement pour le montrer nous ça. Oui, tout à fait. Mais de toute manière, c'est une bonne chose, l'organisation de ce sommet, c'est déjà une bonne chose pour la sécurité, pour la paix. Pour la sécurité et pour la paix. Bon, en tout cas, malgré ça va le bail. 12 juin, Singapour, pour que ça Singapour? Peut-être que c'est le pays le plus proche territorialement de la Corée du Nord et politiquement peut-être des États-Unis, ou je ne sais pas, peut-être que les deux estiment que c'est le pays le plus neutre dans ce sens-là et qui peut-être dispose des capacités technologiques, etc., des infrastructures pour recevoir un tel sommet. Qui pose, tu penses, la Chine là aussi pour le gagner pendant le sommet ça? Oui, ils vont observer de loin, pas trop loin quand même, parce que... Non, je ne sais pas là, il y a intérêt à la fin. Évidemment. Il faut mettre un terme au conflit et à la guerre officielle encore entre les deux Corées. Et d'abord, il faut évacuer le risque que les Américains interviennent physiquement en Corée du Nord parce que la Corée du Nord, rappelez-vous, partage des frontières communes avec la Chine. Mais est-ce qu'il y a une certaine influence que Cap joué là pendant le jour crété pour assurer que la discussion allait dans ce sens que vous voulez? Oui, évidemment. Ils sont dans ce sens. C'est pour cela que je disais qu'ils sont des observateurs pas trop éloignés quand même. Pourquoi? Parce qu'ils vont peut-être, avant même l'organisation du sommet, des négociateurs chinois ou qui représentant le gouvernement chinois sont en train justement de débattre avec les représentants du gouvernement de la Corée du Nord pour insister sur certains points, pour insister sur certaines stratégies à adopter. La Corée du Sud dans tout ça, oui, et la Corée du Sud aura beaucoup à gagner également, d'abord en termes de sécurité et ensuite en termes commerciaux, parce que maintenant elle pourra commercialiser avec la Corée du Nord de manière plus libre sans devoir craindre pour sa sécurité. D'ailleurs, il faut préciser, tu as un gros rencontre historique, tu as fait deux leaders coréens. Oui, évidemment. Vous voyez que ce gel de la crise a commencé d'abord avec ces deux leaders. Il faut dire que ce sont des cousins, ces deux peuples-là. Oui, des cousins, mais quand même qui ne va toujours entendre. Oui. Pas toujours au même genre, forcément. Oui, mais c'est lié à la guerre froide. C'est lié à la guerre froide. Pourquoi? Parce que le Nord était plus influencé par le régime communiste chinois et le Sud était plus influencé par les Occidentaux, notamment les Américains. Et ce qui a provoqué en fait cette séparation entre les deux Corées, c'est surtout parce que d'abord, la Corée, le territoire était occupé par les Japonais, d'abord à l'origine. Donc, après la Deuxième Guerre mondiale, ils ont eu le dessus, les Alliés ont eu le dessus. Donc, ce qui fait, ils ont occupé chacun des Alliés, le camp Est, au camp occidental, ont occupé une partie de la Corée, divisant la Corée en Corée du Nord et Corée du Sud. Mais ce que les Américains ont fait, les Américains ont décidé de partir, mais tout en laissant... D'abord, les Américains avaient obtenu de la Corée du gouvernement de la Corée du Sud l'engagement d'organiser des élections libres pour avoir un gouvernement. Parce que les Américains comptaient sur la présence d'un régime démocratique. Et voulaient utiliser cette pratique-là de démocratie pour influencer le Nord, ce qui ne s'est jamais arrivé. Mais au contraire, le Nord a envahi le Sud pour réunir les deux Corées. Maintenant, ça a eu des conséquences énormes dans le droit international et dans les relations internationales à plusieurs niveaux. Pourquoi? Ce que les gens ignorent, c'est que aujourd'hui, vous voyez que lorsqu'il y a des votes au sein du Conseil de sécurité, on parle d'abstention. C'est comme quoi que un État membre un État membre du Conseil de sécurité, un membre permanent du Conseil de sécurité peut s'abstenir de voter et la résolution passe. C'est comme quoi que dès lors qu'on n'a pas un vote négatif de membre permanent, la résolution peut passer.
Ça n'a pas toujours été le cas. Okay. C'est la résolution de la crise, de la guerre de Corée, qui a donné lieu à cette pratique nouvelle au sein des Nations Unies qui n'existait pas avant. Parce que ce que disait la Charte en matière en matière d'effet du vote de ce qu'on appelle le droit de veto, c'est-à-dire que il fallait, pour qu'une résolution passe au Conseil de sécurité, il fallait un vote affirmatif de tous les membres, permanent, un vote affirmatif. Mais l'abstention n'est pas un vote affirmatif. Donc si l'abstention n'est pas un vote affirmatif, un membre permanent qui s'abstient de voter devait faire tomber la résolution, comme ça aurait été le cas pour un vote négatif. Alors, ce qui s'est passé, c'est que l'Union soviétique, à l'époque, pratiquait ce qu'on appelle la politique de la siège vide, donc délaissait le Conseil de sécurité. Maintenant, les Américains et leurs alliés européens ont profité de l'absence des Américains pour faire passer une résolution fondant sur l'abstention des Russes. Okay. Vous voyez? Donc, ils ont profité de cela pour intervenir en Corée. Parfait. Là, maintenant, nous allons refermer, bien, puisque prétexte c'est une mission spéciale, ça, c'était sommet G7 là, qui fait que nous passons en revue plusieurs éléments qu'il y a avec politique étrangère et qu'il y a avec ça qui a passé jeudi à sous scène internationale là. Alors, avant de refermer, nous allons rejoindre Sabine Jean-Etienne, qui, depuis Canada, et pour nous idée de qui ça déjà fait dans le cadre de participation, notamment, et le président de la République, Jovenel Moïse, qui fait office de président et CARICOM. Sabine, bonsoir. Dis-nous exactement qui j'en ça y est pour participation Haïti, participation CARICOM dans le sommet G7. Nous saluons tous les téléspectateurs, téléspectatrices, Télévision nationale d'Haïti qui branchent télévision dans le moment ça. Staff Télévision nationale d'Haïti présent dans le moment où nous parlons là, dans Québec, dans le pays Canada. Côté, il y a une 24e session groupe G7 là qui a fait sommet. Là nous dit G7, nous voulons parler de 7 pays qui sont plus riches dans le monde là. Et année ça, c'est Canada qui a assuré la présidence là, sorti 1er janvier 2018 pour arriver 31 décembre 2018. Donc c'est Canada qui recevra sommet à la Kaili année ça. Un sommet qui est vraiment important côté n'a parlé là, important non seulement pour pays organisateurs, important pour 7 membres et groupe 7 là et important tout pour participants parmi Haïti n'a faut connait gain 12 pays qui invités qui pas fait partie de organisateurs mais qui invités parmi 12 pays ça yo gain Haïti gain 4 gros institutions internationales tout qui invités parmi eux Fonds monétaire international, Banque mondiale, Nations Unies, Organisation pour développement social qui présent ici là tout dans le Canada. Alors pour nous faut connaître président République d'Haïti, son excellent Jovenel Moïse lui-même l'a participé dans moment ça nous capable de soutien quand nous l'a participé dans sommet ça et nous dit non seulement Lila à titre de président de la République d'Haïti, mais surtout l'hypothèse chapeau président CARICOM. Nous connaissons Haïti a assuré présidence CARICOM pour l'année 2018 là tout. Donc c'est un parti qui est très important et c'est la première fois Haïti a une chance pour l'assister à une rencontre G7 dans le niveau ça. Et le président de la République là pral gen chance pour lui assister. D'ailleurs, réunion a déroulé dans le moment où on a parlé là, il a gen chance pour lui assister à 5 grands thèmes de préférence qu'a bien pour débattre pendant la journée sommet ça. 5 grands thèmes rapidement n'a rappelé yo centré sur croissance économique, yo centré sur promotion égalité entre femmes et garçons, yo centré sur emploi d'avenir ça qui fait que jeunes yo capable orienter yo vers formation, c'est de formation qui matché à ça qu'a fait journée jeudi en termes de nouvelles technologies, li centré tout sur un monde pacifique, li concentré tout sur réchauffement climatique. Donc tout ça est important et tout point ça yo nous capable dire Haïti sans se concerner parce que Haïti a fait des efforts non seulement pour favoriser une croissance économique mais nous connaissons tout dans la question changement climatique là Haïti a fait un pile effort côté président de la République là fait de question énergie renouvelable là choix le bataille côté li bay tête li défi avant fin mandat là pour mettre courant 24/24 dans le pays d'Haïti. Et tout point ça est important pour Haïti assister à rencontre ça pour capable prendre expérience pour capable tendre qui genre gros pays industrialisés ou même aborder
problème ça yo. Alors, il faut nous dire tout, en même temps que sommet ça a déroulé, le président République là gagne rencontre bilatérale. Il gagne une série de rencontres au niveau, l'a fait en même temps à sommet ça. Par exemple, le président République là bien pour le rencontrer avec Tokaili dans Kenya, président Kenyatta, l'a bien pour le rencontrer premier ministre japonais, l'a bien pour le rencontrer à premier ministre Québec là tout. Donc c'est une série de rencontres importantes, spécialement rencontre que Premier ministre canadien Justin Trudeau a bien pour le faire en table ronde avec le président républicain avec Jamaïque, avec l'autre pays qui concernent dans la question CARICOM et rencontre ça pour le chita spécialement sous situation PEIO. PEIO c'est pays et ti état insulaire ça qui veut dire pays qui vivent sous île. Nous connaissons Haïti, ils sont îles tout et nous connaissons bien l'autre pays dans la région qui sont îles. Donc rencontre ça séance de travail ça très important non seulement pour Haïti mais pour l'autre pays dans la région. Rapidement, il est important pour nous faire connaître un gros dispositif de sécurité qui prend ici là dans Québec pour recevoir activité ça. Il y a environ 8 000 à 9 000 policiers qui mobilisés pour sécuriser non seulement participants mais moun touristes tout monde qui a fait monter descendre dans Québec dans moment sommet ça et ça a coûté au gouvernement canadien environ 605 millions de dollars. Donc c'est une somme importante qui mobilise non seulement pour sécurité mais pour sommet à tout. En tout cas, la Télévision nationale d'Haïti avec vous pour faire vivre tout moment ça étape par étape pour faire vivre rencontre président République là dans l'édition nouvelle nous à travers émission nous bien entendu et pour nous tendre des commentaires yo qu'a fait avec invité nous qui sous plateau. Nous dit tout le monde qui t'a suivre nous merci pour attention nous depuis Québec Sabine Jean-Étienne, Gamal Jules Augustin pour Télévision nationale d'Haïti. Voilà, merci à Pile Sabine, merci à Gamal Jules Augustin, directeur général Radio-Télévision nationale d'Haïti, permettre nous gagner toute précision ça et depuis matin, ensemble image qui a bien joindre nous sous déroulement sommet et G7 là qui a fait Anissa dans le pays Canada. Nous pourrons refermer l'émission professeur Boya dit pour nous résumer qui ça nous doit kembe de sommet ça, sommet G7 là. D'abord à deux niveaux, au plan international, c'est une bonne chose pour la communauté internationale, c'est-à-dire que les grands se rencontrent, puisqu'il y a des tensions à la fois économiques et politiques, notamment entre les États-Unis et la France, et entre les États-Unis et le Japon, entre les États-Unis et le Canada. Donc le sommet va offrir l'occasion pour que ces grands-là se mettent d'accord sur un consensus. Donc on s'attend tous à une déclaration conjointe entre les membres du G7. Et au plan national, c'est une bonne chose également que le président haïtien ait été invité parce que le sommet offre également l'occasion au président haïtien, et j'espère que ça a été le cas, de négocier, de faire valoir les intérêts d'Haïti et de négocier la nécessité de redéfinir l'aide internationale, soit à travers une recentration de l'aide internationale sur les priorités du gouvernement haïtien, sur les priorités locales, et encore la nécessité de mettre l'accent plus sur les investissements directs étrangers pour favoriser, en fait, ça nous carrelait la croissance en Haïti, et la multiplication de la richesse et qui va permettre de lutter justement contre le chômage, la misère, etc. Voilà. Professeur Boya, merci à pile parce que vous êtes disponible pour nous et merci parce que vous avez partagé tout élément ça avec le public Télévision nationale haïtienne. C'est moi-même qui vous remercie. Merci en pile. Voilà, professeur James Boya, nous avons dans le premier temps professeur Fernando estimé vraiment pour nous être capable de commenter ce qui a passé dans le pays Canada avec l'équipe nous bien entendu qui est sur place. Sabine Jean-Étienne, nous sommes intervenus en direct depuis Montréal. Merci à la directeur général là, Gamal Augustin qui facilite tout le travail ça et qui fait que la coordination est faite pour nous aider à mieux comprendre et ce qui a passé dans le pays Canada et surtout avec participation du président Jovenel Moïse, le président Haïti comme président CARICOM. Merci tout le monde, restez sous TNH pour nous capables de continuer à suivre la programmation. À bientôt. Le Canada sera l'hôte du G7 de 2018 dans Charlevoix, au Québec. Qu'est-ce que le G7? Comment fonctionne-t-il? Le G7 compte 7 pays. Le Canada, la France, les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Allemagne, le Japon et l'Italie. Leurs dirigeants, et ceux de l'Union européenne, se réunissent pour discuter d'enjeux mondiaux. Le G7 fonctionne de manière consensuelle. Les décisions doivent être approuvées par tous les membres. Ces discussions sont prises en compte
lorsqu'un pays propose de nouvelles stratégies ou politiques. Ces 40 dernières années, le G7 a renforcé les politiques internationales en matière d'économie, de sécurité, de lutte au changement climatique et d'égalité entre les sexes.